passer la parole à... Voilà, vous êtes audible et vous nous saisissez là. Je reçois 5 sur 5 et j'ai écouté le professeur Gouraud avec beaucoup d'intérêt. Mais merci pour votre avis. Merci, vous prenez la transition directe et là, j'allais dire, c'est logique utilisateur et parce que vous avez, je ne sais pas combien de millions de patients qui passent et qui viennent à Gustave Roussy. Donc voilà, vous les donnez dans le sens utilisateur, comment ça se passe? Voilà, donc moi je voudrais apporter un peu comment dirais-je, l'éclairage un peu entre guillemets de terrain, du médecin de terrain que je suis, donc cancérologue, oncologue médical dans un centre anticancéreux, en sachant que pour moi la cancérologie est un modèle en fait, parce que les questions qu'on se pose nous finalement on se les pose dans d'autres domaines. D'abord, premier point, c'est que on n'a jamais eu autant de données à disposition. Historiquement, bien sûr, les données elles sont apportées essentiellement par les soignants, mais de plus en plus maintenant, les patients eux-mêmes sont mis à contribution dans le cadre de suivi au long cours. On a tout un tas de données qui viennent des laboratoires, de l'imagerie, et puis on a de plus en plus d'outils connectés aussi. Alors je mets de côté les patients dans le cadre de la recherche clinique, c'est une situation très particulière. Non, je parle bien de patients qui sont suivi au long cours. Et donc, le problème pour nous, c'est pour le patient lui-même, en particulier, par exemple, un sujet pour nous qui est très important, c'est le dépistage des toxicités, par exemple. Alors, vous allez me dire, on est loin de ce que vient de dire le professeur Gouraud, où il parle de millions de données. Oui et non, parce qu'en fait, on se rend compte que qui peut le plus peut le moins, quelque part. Et des outils très sophistiqués qui sont utilisés pour et on va en parler beaucoup avec les intervenants aujourd'hui pour traiter des millions de données, finalement, peuvent servir aussi dans le suivi longitudinal de cohortes de patients. Par exemple, pour des problématiques donc individuelles de prévention de la toxicité, c'est-à-dire qu'on va être capable finalement de prévenir les toxicités importantes et de mettre en évidence des petites variations qui n'apparaissent pas aux cliniciens, à l'œil du clinicien le plus aguerri. En population, on va faire des travaux en termes de pharmacovigilance, par exemple, c'est-à-dire se rendre compte, vous savez qu'aujourd'hui, et c'est tant mieux, on met sur le marché des médicaments anticancéreux de plus en plus vite, et c'est très bien parce que ça permet d'avoir accès à l'innovation, mais on met en place des médicaments dont on ne connaît pas forcément en population la toxicité, les effets secondaires, et de pouvoir récupérer ces données de vraie vie au long cours de population, ça permet aussi d'être plus performant en termes de pharmacovigilance. Et puis, et là ça rejoint tout à fait le propos du professeur Gouraud, nous avons à Gustave Roussy, comme dans d'autres endroits d'ailleurs, des trésors, c'est vraiment des trésors inexploités ou difficilement exploitables jusqu'à un passé récent, qui sont effectivement toutes nos données de santé en fait. Et dans un endroit comme Gustave Roussy, par exemple, eh bien, nous avons des dossiers informatiques depuis très longtemps, mais des dossiers dans lesquels les données ne sont pas structurées, c'est-à-dire que si on veut aller les chercher, il faut des outils sophistiqués, le professeur Gouraud y a fait allusion tout à l'heure, mais nous avons aussi pour les mêmes patients des données de biologie, des données d'imagerie, des données aussi d'histologie, c'est-à-dire des fragments de tumeurs, on a des banques de tumeurs, et notre problématique, effectivement, c'est d'être capable de colliger tout ça, finalement, et d'en sortir quelque chose. Et là, nous avons impérativement besoin des compétences d'équipes comme celle du professeur Gouraud, qui sont capables effectivement d'aller, vous savez, c'est un peu, moi, c'est toujours l'image du mineur avec sa lampe frontale, d'aller regarder. Et on est toujours, c'est des discussions qu'on a qui sont extrêmement intéressantes parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, la donnée là, c'est de la donnée de quotidienne. On n'est pas a priori en train de se dire, on va chercher telle ou telle chose. Et c'est tout l'intérêt, justement, d'aller discuter avec les équipes spécialisées, de dire, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà ma question que je me pose, est-ce que vous pouvez m'aider à aller chercher les réponses? Et des outils, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, extrêmement sophistiqués, ça a été dit, qui sont capables de faire de l'analyse de textes libres, etc., sont capables, effectivement, d'apporter des données très intéressantes. Un autre exemple, rapidement, j'ai eu l'occasion, dans ma carrière professionnelle, de passer un peu de temps comme directeur médical à l'hôpital américain. Il y a à l'hôpital américain une structure extrêmement intéressante qui est un centre de santé. Ça veut dire qu'il y a dans cet endroit des personnes qui se portent bien, a priori, comme dirait le docteur Knox, se portent bien, et qui sont en fait, qui font des bilans de santé tous les ans, des choses assez sophistiquées. Eh bien, on a ces données aujourd'hui, sont en train de dormir, et on est en train de travailler avec des équipes que le professeur Gouraud doit connaître,
justement pour voir comment on peut valoriser ces données, c'est-à-dire être capable, par exemple, est-ce qu'on est capable de dépister des signaux dans le suivi longitudinal de survenue, par exemple, de pathologie cardiovasculaire, de cancer. Vous savez qu'il y a des données, par exemple, qui montrent que des variations du taux d'hémoglobine très faibles, mais dans la durée, pourraient permettre de cibler du dépistage pour le cancer du côlon. Voilà. Donc, vous voyez, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que pour moi, en tant que médecin clinicien, des données, on n'en a jamais eu autant disponibles. 2, l'utilisation, de mon point de vue, elle est aussi quelque part individuelle pour le patient, dans son suivi pour des cohortes de patients, la pharmacovigilance, mais aussi, comme ça vient d'être dit, en population pour des questions de santé publique et d'épidémiologie. Et c'est l'ensemble finalement de ces interactions qui me semblent extrêmement passionnantes et qui nous apportent dans notre pratique clinique des outils auxquels nous n'avons pas accès jusqu'à un passé récent finalement. Merci, vraiment merci pour ces éclairages. Moi, il y a deux choses qui me frappent aussi dans ce que vous venez de dire là, c'est qu'effectivement les applications, c'est de deux types. C'est effectivement celles qui vont sur le patient potentiel, notamment en détection et aussi en détection précoce. Moi, je viens de discussions antérieures qu'on avait eues avec vous, et notamment pour les femmes et la prévention et la détection précoce de cancer féminin, de cancer du sein ou autre, et donc des questions qu'on pouvait leur poser avant de choix, est-ce qu'on va choisir de les traiter de façon anticipée ou pas, et on voit bien de ce côté-là les incidences qu'il peut y avoir, aussi bien en incidence bien sûr de vie personnelle, mais aussi de vie professionnelle. Et donc il y a cette question individuelle sur laquelle on est tous potentiellement concernés, là. Et puis la question aussi du travail par des politiques, mais qui ne sont pas seulement des politiques, qui sont ensuite des programmes par segment de population alors on a classiquement en ce moment, on entend toujours parler des plus de 75 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner des autres et autres, mais on voit bien effectivement les incidences en santé publique. Et moi je me souviens d'une autre intervention qu'on a eue récemment cette fois-ci c'était un très jeune cardio, et qui se rendait compte et qui me disait, mais maintenant, l'intérêt effectivement à la fois de ces data et autres, c'est que ça nous permet d'être en prévention beaucoup plus aisément et autres. Et puis, je conserve aussi, si je peux me permettre, le terme de données dormantes, parce que je crois que à la fois les expériences que vous menez, Pierre-Antoine, de montage de votre clinique de données, ou bien celle que nous parlera Stéphanie Combe tout à l'heure, c'est vraiment le réveil de la donnée, le réveil structuré, parce que ce qui parcourt vos interventions à tous les deux là, c'est aussi l'importance, ces données-là, de pouvoir les structurer pour pouvoir les utiliser efficacement. Merci. Effectivement, c'est avec ces données. Et donc, pour moi, il y a deux aspects, si vous voulez. Il y a un premier aspect individuel. Finalement, c'est les données au service du patient, c'est-à-dire être capable d'agréger ces données dans le suivi du patient et pouvoir en tirer des enseignements